Thug. Ils célèbrent leur culte. Ils adorent et vénèrent Kali. N'oubliez pas une chose, c'est que la vraie inspiratrice, c'est la mort. Alors tellement bien que je vais les violer, ces fils de pute. C'est un peu vulgaire, hein? Si c'est le pavillon noir et que les hommes qui se prennent à genoux le voient bien, qu'ils attirent les standards de la révolte. On voit bien comprendre les choses. C'est naturel pour que quiconque se classe d'une certaine sensibilité spirituelle et dire non au monde moderne. Est-ce que l'un d'entre vous a un semblant d'information concrète à me soumettre? J'ai chopé une déferlante d'enfer ce matin. Alors, tu voulais te débarrasser de moi si j'ai bien entendu? C'est un cauchemar, mais je croyais que t'étais mort, toi! Tu vas voir, on ne me tue pas moi et je me venge toujours, tu le sais bien. Bonjour amis surfeurs, amateurs d'écume et de déferlante et bienvenue dans les chroniques de Kali. Bonjour numéro 2. Bonjour numéro 1. Alors camarades, nous sommes de retour après une longue absence. En effet numéro 1. Et pour nous faire pardonner à nos auditeurs, nous allons explorer un auteur de chez nous. C'est une tradition que nous allons essayer de répéter à chaque saison, formule gagnante et enracinée. Exactement. Et j'ai choisi de commencer la tradition par nul autre que l'écrivain Hubert Aquin. Un excellent choix. L'influence littéraire de Aquin est primordiale sur la culture littéraire québécoise. Plus encore, sa vie est sans aucun doute particulière, tiraillée entre l'espoir révolutionnaire et le désespoir, entre la vie et la mort et entre le nationalisme réel et le nationalisme décolonialiste. Je m'arrête pour l'instant parce qu'il faudrait bien commencer par présenter Aquin avant d'analyser son œuvre. Effectivement, numéro 1. Je te sens déjà prêt à attaquer le morceau. Mais on commencera par parler de la vie de Hubert Aquin. Alors, Aquin est né à Montréal le 24 octobre 1929, la journée même du crash boursier le plus important de l'histoire qui a frappé Wall Street. Il est de famille bourgeoise, son père étant gérant d'un magasin de sport bien établi. Il va étudier au collège Sainte-Croix, où il découvre l'art dramatique auprès du prêtre Émile Legault. Puis, il poursuit son cours classique au collège Sainte-Marie, fameux cours classique qui donnera le cadre des hommes politiques, intellectuels et autres au Canada français. Il va ensuite faire un baccalauréat en philosophie à l'Université de Montréal pour ensuite étudier la science politique à l'Université de Paris. Son premier livre, L'Invention de la mort, écrit en 1950, sera publié seulement en 1991. Hubert Aquin revient de France vers 1954 pour débuter une carrière de scénariste télé pour la chaîne nationale. Il sera réalisateur pour l'Office national du film jusqu'en 1963. Il sera aussi directeur de la revue artistique Liberté de 1961 jusqu'à 1971, souvent associé au souverainisme et qu'il châtiera pour sa collaboration avec le fédéral. Il est entre autres classé à gauche pour sa participation au magazine Paris Prix, le magazine jugé le plus radical au niveau indépendantiste à l'époque. Aquin enseignera le cinéma et la littérature au niveau universitaire, notamment à l'Université du Québec à Montréal. Puis, il est engagé comme directeur des éditions de la presse, qu'il quittera bruyamment, en les dénonçant comme valets de Power Corporation. Il donnera plusieurs conférences, autant politiques que littéraires. Je crois qu'au niveau politique, ses débuts commencent du mauvais pied avec une histoire de perquisition de livres, notamment des ouvrages de Marx et autres, si je ne me trompe pas. Il aurait été interrogé par la GRC à l'occasion et cela aurait été le point de départ de son engagement indépendantiste. Ce n'est pas très clair. Cette hypothèse semble plus provenir d'un fantasme que de faits réels, car sa veuve, André Giannakopoulos, affirme plutôt en entrevue que c'est l'image de son père lèche-bas du patronat et anglophile qui lui levait le cœur. Aquin considérait son père comme un parfait colonisé et le rejet de cette image paternelle serait à l'origine de son séparatisme plutôt que l'histoire de perquisition. Pour continuer sur la biographie, Hubert Aquin sera militant du RIN de 1960 à 1968 et occupera plusieurs postes exécutifs. En 1964, il annonce dans les journaux qu'il entre en clandestinité pour commander l'organisation spéciale. Surprenant le nom que choisit Aquin pour son entrée en guérilla urbaine, on dirait un clin d'œil à l'OAS, l'organisation armée secrète qui sévissait en France dans le contexte de l'Algérie française et des FLN. Avant que tu ailles plus loin, numéro 2, j'aimerais qu'on écoute sa déclaration dans les journaux pour annoncer sa décision. 18 juin 1964.
Je déclare la guerre totale à tous les ennemis de l'indépendance du Québec. Ma relation harmonieuse avec une société qui triche est rompue définitivement. Préparons-nous, la révolution s'accomplira. Vive le Québec! Son aventure ne sera pas très longue, car il sera rapidement arrêté et enfermé en psychiatrie en suivant les conseils de son avocat qui lui suggérait de plaider la folie, ce qu'il regrettera amèrement. Lors de son arrestation, surpris par un policier derrière l'oratoire Saint-Joseph, il était au volant d'une voiture volée et armé d'un revolver. C'est pendant sa détention en psychiatrie qu'il commence l'écriture de son chef-d'œuvre nationaliste révolutionnaire, prochain épisode. Pendant son procès, on lui demande sa profession. Il répond « révolutionnaire ». Il sera incarcéré 2 mois seulement et libéré car jugé non dangereux. D'ailleurs, si tu me permets une parenthèse, dans le prochain épisode, on passe souvent du récit à l'environnement carcéral du narrateur qui est assimilable à Aquin lui-même en fait. La publication de prochain épisode en 1965 fut un véritable succès si on se fie à ce qui est écrit dans les critiques et dans les journaux de l'époque, à tel point que Aquin se serait retiré de la vie publique exténuante pour se ressourcer un peu en Europe à son habitude. Exactement. En 1966, il s'envole pour la Suisse pour échapper un peu à la turbulence de sa popularité. Fidèle à lui-même, il sera attiré par les séparatistes du Front Libération du Jura, un mouvement voulant déclarer l'indépendance de cette région francophone de Suisse. Un mouvement politique plutôt nationaliste, son chef, Marcel Boya, s'évade de prison en 1967, où il purgeait une peine pour attentat pour se réfugier en Espagne franquiste. Le général Franco lui accordera le statut de réfugié politique. Inutile de dire que le choix d'exil ne correspond pas énormément avec une orientation gauchiste. Aquin aurait d'ailleurs été interrogé par les autorités suisses sur ses liens avec le FLJ. Tout à fait. Et il sera expulsé de Suisse en 1967 lui aussi, sous prétexte qu'il y a trop de ressortissants étrangers sur le territoire helvète. Il revient au Québec après un autre séjour à Paris. Il quitte ensuite le RIN après l'annonce de sa fusion avec le mouvement Souveraineté Association de René Lévesque. Hubert Aquin se méfiait grandement de René Lévesque, un ancien libéral, donc possiblement un traître ou un infiltré, du moins un tiède, et Aquin vomissait les tièdes. Le 15 mars 1977 à 14h, Hubert Aquin prend sa Ford Granada 1977, direction le jardin du collège Villa Maria. Il est accompagné d'un fusil de chasse de calibre 12, canon scié, fraîchement rasé et sur son 31, probablement parfumé à son habitude. Il donne finalement l'ultime baiser à son compagnon métallurgique pour se donner la mort volontairement. On écoute un extrait de sa note de suicide. Aujourd'hui, le 15 mars 1977, je n'ai plus aucune réserve en moi. Je me sens détruit. Je n'arrive pas à me reconstruire et je ne veux pas me reconstruire. C'est un choix. Je me sens paisible, mon acte est positif, c'est l'acte d'un vivant. N'oublie pas en plus que j'ai toujours su que c'est moi qui choisirais le moment. Ma vie a atteint son terme. J'ai vécu intensément. C'en est fini. En gros, c'est un personnage complexe, sans chercher des liens douteux avec d'autres auteurs. Aquin est un peu un mélange canadien-français de Roger Nimier, sans être un hussard, et un peu Mishima, sans pour autant être un samouraï d'Occident. Fasciné par la vitesse et la performance automobile comme Nimier, il est d'ailleurs un précurseur du Grand Prix de Montréal. S'il n'est pas hussard à proprement parler, on retrouve dans son journal, parmi sa liste de lectures, uniquement la lecture d'Antoine Blondin comme écrivain hussard. Mais est-ce que le lien ne pourrait pas plutôt être fait avec les influences de lecture ou des maîtres littéraires des hussards et d'Hubert Aquin? Je crois, si je ne me trompe pas, que les hussards admiraient Stendhal et le duc de Saint-Simon. Il y a aussi l'épisode de la revue de la Table Ronde où collaboraient beaucoup d'auteurs comme François Mauriac, Jean Anouilh, Henri de Montherlant, Paul Morand, très proche de l'écrivain Jacques Chardonne. Chardonne lui aussi serait considéré comme un mentor pour les hussards, notamment pour Nimier. C'est là que le lien devient intéressant avec Aquin. Aquin était un admirateur de Stendhal, dont il faisait le pèlerinage italien. Il avait aussi lu Le Duc, de Saint-Simon. Aussi, sa veuve, en entrée de l'ouvrage signé Hubert Aquin, rend hommage aux écrivains ayant choisi la mort volontaire. Est-ce un hasard si on y retrouve mentionné Drieux-La Rochelle, Mishima et Montherlant parmi tant d'autres? Des auteurs que Aquin affectionnait
et avait lu comme Brasiliac, Bardèche, Blois, Gide, Anouilh, Valéry. Bref, les influences littéraires d'Aquin sont proches des écrivains hussards, notamment. Il avait beaucoup lu Jacques Chardon, qui revient à plusieurs reprises dans ses notes de lecture. Aussi, dans ce même journal, j'ai découvert que nous partagions la lecture de beaucoup d'auteurs communs avec Aquin. J'en énumère quelques-uns. Ernst Junger, Bardèche, Brasiliac, Homère, Léon Blois, Nietzsche, René Guénon, Heidegger et bien d'autres. Très intéressant, j'en avais aucune idée. Surprenant qu'il n'ait pas croisé les écrits de Mishima. Il se donne lui aussi la mort 7 ans après le samouraï japonais, mais jamais il ne va jusqu'au bout d'un coup d'éclat politique avant de se donner la mort. On est plus devant un idéaliste franchement convaincu puis déçu et au désespoir. Il ne voit d'autre échappatoire que la mort volontaire. Pas vraiment de testament politique, pas de grand discours devant les généraux, mais en même temps, il aurait discouru devant quels généraux? On voit l'impasse du désespoir d'un peuple sans sa propre patrie. Peut-être est-ce simplement une différence sociologique entre la mort volontaire, comme elle peut être exprimée au Japon, c'est-à-dire valoriser celui qui répond de sa vie par son honneur, comme disait Jean Mabire. À la différence occidentale, où le suicide est généralement mal vu au travers de l'œil chrétien, alors le geste devient acte caché et personnel. Mais un lien intéressant à faire avec le suicide d'Aquin est celui de Pierre Drieux-La Rochelle. La journée est la même, un 15 mars. Les deux hommes ont utilisé des barbituriques. Aquin a échoué lors de cette tentative, Drieux, lui, a réussi. D'ailleurs, Aquin s'était réconcilié avec le catholicisme à la fin de sa vie. N'empêche, il commet son acte dans un endroit public et non enfermé dans une pièce ou dans la forêt. En même temps, si on continue, Aquin décide que la solution démocratique n'est plus assez et il entre en clandestinité. On rappelle qu'il se fait arrêter au volant d'une voiture volée et en possession d'une arme à feu. Si son suicide n'est pas instantané comme Mishima, il n'en demeure pas moins que la déception de l'échec révolutionnaire le conduit lui aussi vers la mort. L'épisode en psychiatrie me fait penser à Ezra Pound, enfermé lui aussi en psy pour ses idées politiques. Le lien est peut-être douteux. Bien, je lance la question. Peut-être qu'Aquin est un peu un pincé de chacun des auteurs que nous avons parlé. Peu importe, je crois qu'il est surtout lui-même, la vitesse, la révolte et la mort. Pound fut interné 12 ans en asile tandis que Aquin y restera seulement 4 mois. Par contre, son plus populaire roman, Prochain épisode, est né de ses 4 mois d'emprisonnement psychiatrique. Peut-être que de publier dans le journal Le Devoir son entrée en guérilla n'était pas un choix stratégique très efficace. Il me vient un lien intéressant à faire avec Monterland, auquel je n'avais pas pensé de prime abord pour cette émission. Dans son documentaire sur les sports intitulé « Le sport et les hommes », Aquin nous démontre sa fascination pour la vitesse, mais aussi pour la corrida. En voici un extrait. La corrida est à peine un sport, et c'est pourtant peut-être le modèle et la limite de tous les sports. Élégance de la cérémonie, règles strictes du combat, force de l'adversaire, science et courage de l'homme. Tout notre sport moderne est dans ce spectacle d'un autre âge, hérité des anciens sacrifices religieux. Mais ce théâtre est un faux théâtre. On y meurt pour de vrai. Ce taureau qui entre ici va mourir. Et c'est parce que cette mort est fatale que la corrida est une tragédie. En effet, on pense directement à la passion de Monterland envers la corrida comme dans Les Bestiaires ou dans Hispania Sagrada, dont voici un extrait que j'aimerais mettre en parallèle avec le précédent. Si le meurtre rituel est une fleur de l'adoration religieuse comme de l'amour extrême, la domination de l'homme sur la bête, dans le combat, suppose un fond d'amour de l'homme pour la bête. L'homme ne maîtrise la bête que dans la mesure où une sympathie avec elle, une sympathie physiologique, le renseigne sur les points vulnérables de la bête. La bête et le bestiaire, seul à seul et qui luttent, ce n'est un désaccord que dans l'apparence. C'est en réalité un profond accord. Et la domination accomplie est un mode de la possession. La fascination pour la bête qui donne sa vie en spectacle est d'ailleurs un parallèle flagrant avec la vie de l'écrivain qui donne lui aussi sa vie en spectacle et plus directement, donne sa vie par la mort volontaire. Je cite ici Monterland, encore dans le chaos et la nuit. La liberté existe toujours, il suffit d'en payer le prix.
La vie, ce n'est pas la prise, c'est le désir. Le suicide est le dernier acte par lequel un homme puisse montrer qu'il a dominé sa vie. Très évocateur comme citation, Aquin, sans être un toréador mais admirant la corrida, y voit peut-être un spectacle de sa propre vie, tout comme Motorland peut-être. On ne saura jamais, mais plus on approche Aquin, et surtout dans son intimité par ses journaux ou ses lettres, et même par sa veuve les plus, on découvre un Hubert Aquin proche de nos idées. Proche de nous en fait, tout simplement. Contrairement à l'auteur qu'on nous cache ou que les gauchistes cherchent à s'accaparer et à conserver dans notre ignorance, sa vie privée et ses lectures en feraient paniquer plus d'un. Quoi qu'il en soit, pour cette émission, nous allons examiner dans des extraits choisis le Hubert Aquin politique, les révolutionnaires désespérés, le nationaliste, les révoltés séparatistes, le commandant de l'organisation spéciale. Donc, c'est dans sa réponse à Pierre-Éliott Trudeau dans La fatigue culturelle du Canada français et prochain épisode que nous avons pris la plupart de nos passages à analyser. Aussi, nous finirons sur un extrait de son roman « Trou de mémoire ». Permets-moi une remise en contexte numéro 2. Écrit en 1962, La fatigue culturelle du Canada français était une réponse à un texte du père du poste masculin Justin Trudeau, Pierre-Éliott Trudeau. Une nouvelle trahison des clercs qui était en quelque sorte un pamphlet méprisant contre le nationalisme. Comme le dit l'expression, rien de mieux qu'un Canadien français qui crache sur les siens pour faire carrière au Canada anglais. En gros, Trudeau père disait que le nationalisme devait être dépassé, surtout le nôtre, et que la dissolution dans l'universel était la voie. Sa prémisse est « le nationalisme, c'est la guerre ». Bref, on voit où le fils s'est inspiré. Et pour les non-initiés, prochain épisode est un roman d'espionnage. L'intrigue se passe autour d'un révolutionnaire nationaliste québécois qui a pour mission d'assassiner un haut dirigeant fédéral. Le dilemme est constant dans le roman. La violence ou la non-violence? Plutôt, est-il possible de recourir à la violence ou est-il impossible d'y recourir? Et le combat ou l'abandon? La révolte ou la résilience, le devoir et l'amour envers la nation ou l'amour d'une femme. Rappelons que le prochain épisode fut écrit en internement suite à son échec révolutionnaire, une fin de saison qui promet. Alors, on commence par le commencement, un extrait de La fatigue culturelle du Canada français. De fait, l'argument du nationalisme générateur de guerre est très efficace sur les esprits et, d'autre part, à cause même de son évidence historique, se discute très mal. C'est un argument qui impose le silence dans le salon et qui, apparemment fondé sur des faits, quoi de plus incontestable, n'est-ce pas, ne révèle pas subitement sa vulnérabilité dialectique. Il provoque l'émotion chez celui qui le reçoit et, par conséquent, masque celle de celui qui l'utilise. L'émotivité au sujet de la guerre a quelque chose de noble, de grand, d'excusable et mieux encore, constitue le fondement de la pensée pacifiste et humanitaire. Mais ce n'en est pas moins de l'émotivité que je crois reconnaître dans la pensée de Pierre-Éliott Trudeau, c'est-à-dire une attitude personnelle univoque et tendue devant un sujet donné. Cette émotivité, manifeste dans le chapitre 2 intitulé « L'optique historique », me paraît avoir deux composantes majeures. D'abord, une rationalisation abusive, soit une causalité établie entre deux ordres de faits peu comparables l'un à l'autre, les nationalismes et la guerre, et une surévaluation de ce qui ne peut être, à ce niveau d'explication, qu'une coïncidence dont le degré réel d'interaction est réel mais assez limité. Puis deuxièmement, une attitude qui se caractérise par un refus de penser la guerre et par une volonté de ne penser que la paix. Ce schème structural comporte des corollaires évidents. Par exemple, la guerre menaçant désormais d'être mondiale, la paix doit être mondialisante. Second corollaire, cette surévaluation de la mondialisation de la paix à organiser et de la guerre à conjurer implique une dévaluation de tout particularisme qui, dans une telle optique, ne peut être compris que comme un freinage du processus de pacification mondiale, donc comme un facteur négatif ou du moins rétrograde. De là à dire que le mal, donc les guerres, vient du morcellement, et que le bien, en l'occurrence la paix mondiale et le désarmement universel, vient de la mondialisation, il n'y a qu'un pas qui, dans le déroulement de l'article, est préalablement franchi, puisque c'est au début de l'article que le couple nationalisme-guerre est évoqué. La mondialisation à laquelle nous convoie l'auteur comporte logiquement le rejet de ce qui la contrarie au premier chef, soit le nationalisme qui va dans le sens du rétrécissement plutôt que de l'élargissement. Il est donc logique, selon cette structuration, de frapper tout nationalisme d'un coefficient régressif et presque maléfique. Aquin décortique tout simplement l'argumentaire de Pierre-Éliott Trudeau qui est, on s'en aperçoit sans étonnement, l'argumentaire mondialiste. En quelque sorte,
c'est le discours gauchiste libéral actuel. Exact. La logique attardée du mondialisme se résume comme ça. Le nationalisme, c'est la guerre. La dernière guerre était causée par le nationalisme. La dernière guerre était mondiale. L'universalisme mondialiste, c'est la paix. Il combat le nationalisme qui est la guerre car il est la paix, donc il doit être mondial. Hubert Aquin découvre l'esprit manichéen de Trudeau, pour qui la guerre est mal, et la guerre c'est le nationalisme qui la cause, et la paix c'est le bien, et la paix est engendrée par l'universalisme mondial, par la dissolution des particularités de peuple. On comprend mieux la hargne et les attaques virulentes contre les nationalistes par les forces fédéralistes et mondialistes post-Trudeau le père. Les particularismes pour eux et la multiplication des identités sont des régressions qui font obstacle à leur grand projet de paix universelle dans la dissolution du magma humain. On voit pourquoi les pires ennemis de la vieille bourrique dégarnie de Trudeau étaient les indépendantistes québécois. Créer une nouvelle identité, une nouvelle nation, n'allait pas du tout dans le sens de son projet mondialiste. Projet que Fiston le Déficient prit le flambeau avec son Canada post-national. Même les nationalistes canadiens-anglais sont trop dans le paradis infernalement multiculturel du post-Canada. Comme Aquin le dit lui-même, il y a une telle aversion envers le phénomène de la guerre que l'association nationalisme égale guerre sert plutôt à faire ressurgir une émotivité irrationnelle pour faire taire les opposants à l'universalisme dissolvant. Très juste, et aujourd'hui la corrélation nationalisme-guerre est devenue encore plus émotive et irrationnelle par le lien. Nationalisme égale Hitler, KKK, nettoyage ethnique, suprémacisme. Mais la société universelle de type multiculturalisme et ultra-individualiste, la société de la Charte des droits de Trudeau, est très loin d'avoir résolu les conflits. Elle les a plutôt multipliés, en fractionnant les intérêts personnels et de groupe. C'est la création de la société multiconflictuelle, la multiplication des guerres à basse intensité. En refusant de reconnaître la guerre, le conflit comme un état naturel de l'humanité, comme si les guerres n'avaient pas existé avant les États-nations, la société mondialisante nie simplement les conséquences de son utopie. Les mondialistes ne pensent qu'en termes de paix, nous dit Aquin, donc tout ce qu'ils pensent ou prônent est estampé du sceau de la pureté humaniste. Tandis que tout ce qui incarne un particularisme proche d'un nationalisme est le mal. Dans une entrevue, la veuve de Aquin, André Yannakopoulos, relate leur réaction à tous deux lorsque Pierre Elliott Trudeau a commencé à pousser le multiculturalisme. Ton analyse est toujours valable, que peut-être même elle l'est plus que jamais. Ça c'est moi qui l'ajoute, hein, je ne sais pas du tout, parce que moi je trouve que c'est de plus en plus terrible. Nous avons mauvaise conscience devant tout le monde et nous sommes en train de nous effacer comme communauté québécoise devant l'état d'exigence des communautés qui vivent avec nous. L'ouverture n'a pas réussi. C'est-à-dire que l'ouverture est devenue ce qu'on appelle, ça c'est une expression qui revient souvent et dont je dois vous dire que j'ai horreur, l'accommodement raisonnable. C'est une expression juridique d'ailleurs. Oui, d'accord, mais elle est épouvantable. Elle est épouvantable parce que ça veut dire que nous-mêmes, nous ne savons pas nous positionner et qu'on va faire du cas par cas et qu'à chaque fois, on va examiner les choses. Puis on va dire, ben oui, là vous avez raison, là vous n'avez pas raison, là on va faire comme ça, on va faire un compromis. C'est l'ère du compromis. Oui, l'ère du compromis. Ou alors les structures ont tellement changé, la réflexion a tellement changé que peut-être les références qu'on utilisait pour penser les situations politiques sont plus les mêmes, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce qu'il faut dire aussi que depuis une dizaine d'années, la notion d'identité a un peu changé. Ouais. On réclame une identité un peu plus du monde, en quelque sorte. On réclame une identité un peu vagabonde, d'après ce que j'ai lu en tout cas. Une identité un peu errante et tout ça. C'est comme si on n'avait plus d'histoire, on ne sait plus d'où on vient. Donc si on ne sait pas d'où on vient, comment savoir où on va, hein? Et je crois que c'est lié à ça. Alors nous, on se veut citoyen du monde, mais finalement, ça ne repose sur rien, ça n'a aucune consistance, je ne sais pas du tout.
Et je pense que Hubert serait sensible à ça parce que je me souviens très bien que lorsque Trudeau a commencé à parler du multiculturalisme, là, spontanément, on s'est regardés tous les deux, on dit ça y est, il a noyé le poisson. Parce qu'avec le multiculturalisme, nous, Québécois, on était absolument noyés, on était à l'égal de tous les autres immigrants. Et il n'y avait qu'un seul peuple vraiment canadien, c'était les anglophones. Les deux souches ont toujours tort dans cette logique déficiente. D'ailleurs, comme le dit Madame Yanakopoulou, on préfère s'oublier dans une identité vagabonde. Aussi, l'évidence émotive que procure le signifiant moral de la paix contre la guerre, bref, de la paix sociale contre les conflits sociaux, incite les tenants de la morale humanitariste, disons plutôt les tenants de la morale mondialiste, à prendre pour des aliénés mentaux tout opposant politique. En effet, le nationaliste est vu comme un dangereux, toujours prêt à la violence, voire un terroriste en dormance contre l'ordre mondial, sinon un psychopathe, au pire un attardé mental qui, trop peu intelligent pour pouvoir comprendre et accueillir la seule vérité qui est la leur, la mondialisation, le multiculturalisme, le mondialisme qui amèneront le paradis sur Terre. C'est ce que Hubert Aquin a d'ailleurs écrit dans le premier épisode, que nous avons choisi comme prochain extrait. L'un des meilleurs passages du roman, du moins pour moi. La psychiatrie est la science du déséquilibre individuel encadré dans une société impeccable. Elle valorise le conformiste, celui qui s'intègre et non celui qui refuse. Elle glorifie tous les comportements d'obéissance civile et d'acceptation. Ce n'est pas seulement la solitude que je combats ici, mais cet emprisonnement clinique qui conteste ma validité révolutionnaire. Du point de vue d'Hubert Aquin, et dans une certaine mesure que l'on devra nuancer, la psychiatrie, et surtout l'internement psychiatrique, sert à normaliser, conformer les esprits qui ne cadrent pas dans le moule. C'est évident qu'ayant été directement interné pour ses idées politiques, et surtout, je crois, ayant gardé un goût amer du conseil de son avocat de plaider la folie, Aquin entretient une aigreur certaine et justifiée envers l'institution. Oui. Mais ce que nous pouvons retenir, c'est surtout la tendance à vouloir expliquer le refus social, l'opposition politique ou la résistance au dogme progressiste par la psychiatrisation des opposants de la part du système de domination et surtout de ses valets les plus virulents. C'est comme s'ils ne pouvaient pas comprendre le désaccord politique en dehors d'une anomalie psychologique. Les exemples sont loin d'être rares. Par exemple, aujourd'hui, les nationalistes sont plus souvent qu'autrement dépeints comme des idiots, voire des déficients qui n'ont tout simplement pas compris la bonne parole de l'univers mondial. Certainement. Et j'ajouterai que lorsque le discours nationaliste est constructif et que les arguments pour le contrer manquent aux libéraux libertaires, ils ont recours à la criminalisation de leurs adversaires. Le nationaliste passe pour déficient intellectuel ou criminel dangereux qu'il faut emprisonner. Ils passent d'ailleurs de l'un à l'autre au gré de leur petite émotivité actuelle. Tantôt méprisants, dédaigneux, ensuite apeurés, mais surtout, et c'est le paradoxe des tenants de la vérité mondialiste, ils sont pris d'une haine inouïe. C'est un échec de mise en banc. Au départ, on fait de l'opposant politique un naïf, un attardé qui ne comprend rien, on l'infantilise presque ou on le psychiatrise. Puis, quand on voit sa portée, son argumentaire tenace, ou même sa volonté de faire malgré qu'on ait essayé de l'assassiner socialement, on le criminalise en le traitant de terroriste ou de potentiel meurtrier. On voit le parallèle avec le premier extrait. Le nationalisme, c'est la guerre c'est mal, la mondialisation, c'est la paix. La paix est bonne, donc il faut accepter l'effet accompli du mondialisme. Oui, très juste. Le système de domination cherche à punir le mal, qui est ici le nationalisme, donc il est le bien. Il incarne tellement le bien qu'il va chercher dans un premier lieu à guérir son opposant du mal qu'il ronge, avec l'internement clinique. Et ce que Aquin veut dire par la psychiatrie qui conformise et encourage l'obéissance civile, c'est que voulant échapper à cette psychiatrisation ou cette criminalisation, le citoyen moyen préfère faire mine basse. C'est la peur de la psychiatrisation ou de la criminalisation qui renforce le conformisme. On le voit par l'autocensure aujourd'hui. C'est la dernière phrase de cet extrait qui est, selon moi, des plus pertinentes. Premièrement, on reconnaît que la solitude que l'internement de Aquin en psychiatrie lui impose l'affecte grandement, puis que c'est la légitimité de son entrée en clandestinité qui est contestée par cette psychiatrisation. Anecdote cocasse. En tout cas,
Peut-être que ce n'est pas si drôle, mais bon, on voit qu'Hubert Aquin est à bout de nerfs dans son isolement. Il relate qu'il a perdu dans ses pensées une patiente de l'Institut, qui elle en a certainement réellement besoin, le dérange constamment dans la salle commune. Il s'ensuit dans ses écrits une diatribe tout simplement magnifique, littérairement parlant, sur le meurtre et ses envies de stranguler cette pauvre femme complètement dérangée. Oui. Je crois pas que ça soit si drôle que ça, numéro 1. Tu me parais un peu dérangé. Pour revenir à la discussion, ce qu'Aquin exprime, c'est qu'on lui refuse le fait que dans son état d'homme révolté, il ait pu choisir de faire usage de la violence pour l'émancipation de son peuple. Puisqu'il n'a pas commis de crime violent, on le psychiatrise pour justifier ce triste écart d'avoir choisi la lutte armée. S'il avait commis un enlèvement ou un assassinat politique, on l'aurait simplement emprisonné, et sa validité révolutionnaire n'aurait pas été remise en question. C'est le double échec pour Aquin, une entrée en clandestinité plutôt maladroite, un premier échec, puis arrêté n'ayant pas commis d'acte révolutionnaire autre que son entrée au maquis, on le psychiatrise, deuxième échec. Ensuite, on lui nie toute propension révolutionnaire, on affirme que cela ne peut être qu'un acte de folie passagère. Dans l'extrait suivant, on peut sentir le découragement et le désespoir qui poussent aux visées extrêmes. C'est bien l'impossibilité de s'exprimer et de toujours se sentir attaqué en exprimant des opinions tout à fait légitimes qui poussent à l'extrémisme. En effet, et passons à l'extrait si tu le veux bien. Voilà soudain que je rêve que mon épopée déréalisante s'inscrive au calendrier national d'un peuple sans histoire. Quelle dérision, quelle pitié. C'est vrai que nous n'avons pas d'histoire. Nous n'aurons d'histoire qu'à partir du moment incertain où commencera la guerre révolutionnaire. Notre histoire s'inaugurera dans le sang d'une révolution qui me brise et que j'ai mal servi. Ce jour-là, veine ouverte, nous ferons nos débuts dans le monde. Ce jour-là, une intrigue sanguinaire instaurera sur notre sable mouvant une pyramide éternelle qui nous permettra de mesurer la taille de nos arbres morts. L'histoire commencera à s'écrire quand nous donnerons à notre mal le rythme et la fulguration de la guerre. On le voit bien, Aquin aurait voulu que son entrée en clandestinité soit un acte héroïque qui aurait fait partie intégrale de notre histoire nationale. Exactement. Et son échec, il le voit au travers de nos échecs historiques continuels. Il reprend la plus triste et méprisante insulte que l'on nous ait toujours lancée de Durham à Trudeau. Nous serions sans histoire. Comme il le dit lui-même, c'est une dérision, et cela fait pitié. En revanche, il se ressaisit et affirme que la seule façon que nous pourrons avoir une histoire, ce sera le jour où nous réussirons notre indépendance, et notamment, du point de vue de Aquin, avec les armes et par la Révolution nationale. Et puisque c'est Aquin, on retombe évidemment dans le désespoir. Il souligne de nouveau son échec ayant mal servi cette révolution nationale. Utilisation du champ lexical du suicide, il répète que ce ne sera que les veines ouvertes que notre peuple s'émancipera. Comme il le mentionne, seule la guerre révolutionnaire nationale pourra nous sauver et nous permettre de construire notre pyramide éternelle. Aquin utilise à ce moment une magnifique image à mon avis. Il nous dit, si vous voulez vivre comme peuple, si vous voulez perdurer, il faut construire notre propre pays et tout la mystique qui vient avec. Seule solution pour que le fait francophone en Amérique perdure pour 1000 ans. Oui, et c'est seulement à ce moment que nous pourrons apprécier notre histoire et notre grandeur, sans que personne ne nous la nie. Et Hubert Aquin le réaffirme continuellement, et je me permets une interprétation. C'est seulement que lorsqu'une génération sera forgée dans le foyer de la guerre d'indépendance que nous pourrons surmonter notre mal existentiel comme peuple. C'est le paradoxe continuel du Hubert Aquin de la fatigue culturelle versus le Hubert Aquin post-révolte et désespéré. Tellement convaincu de la nécessité d'indépendance que son échec est une plaie ouverte, inguérissable, qui le conduira au choix d'embrasser la faucheuse. On voit dans les écrits de Aquin la présence parfois subtile du discours suicidaire qu'il exprime souvent pour lui-même, mais plus souvent qu'autrement pour notre peuple tout entier. On peut le voir dans le prochain passage choisi. Je suis le symbole fracturé de la Révolution du Québec, mais aussi son reflet désordonné et son incarnation suicidaire. Depuis l'âge de 15 ans, je n'ai pas cessé de vouloir un beau suicide. Sous la glace enneigée du lac du Diable, dans l'aurore boréale de l'estuaire du Saint-Laurent, dans une chambre de l'hôtel Windsor avec une femme que j'ai aimée, dans l'auto broyée l'autre hiver, dans le flacon de bêta-chlore 500 mg,
dans le lit du totem, dans les ravins de la Grande Casse et du Tour d'Ail, dans ma cellule CG19, dans mes mots appris à l'école, dans ma gorge émue, dans ma jugulaire insaisie et jaillissante de sang. Me suicider partout et sans relâche, c'est là ma mission. Pour ma part, numéro 2, j'y vois une critique de la révolution tranquille. Peut-être que je me trompe. Aquin serait le symbole fracturé d'une révolution qui proposait tous les espoirs d'émancipation nationale, mais qui en réalité fut surtout l'introduction volontaire du poison ultralibéral de la société de consommation et matérialiste. Comme l'écrit si bien lui-même Aquin, une révolution suicidaire, l'introduction des vices majeurs du capitalisme et le rejet violent de ce qui a toujours fait le Canadien français et le Québécois. L'effacement de notre particularisme pour se dissoudre dans le mucus dégoulinant et dissolvant de l'ultracapitalisme oligarchique anglo-protestant. On pourrait aller encore plus loin et dire qu'il s'agit de l'effacement de notre caractère latin, mais c'est d'abord un suicide. Et quand il nous dit que depuis l'adolescence il rêve d'un beau suicide, ce n'est pas autre chose que, tant qu'à disparaître, aussi bien le faire dans un grand vacarme et poétiquement. Je me suis aussi amusé à faire un parallèle avec les méthodes suicidaires et notre histoire pour voir s'il y avait corrélation entre les deux. Alors, sois un peu indulgent, camarade. Mais oui, numéro 1. Je ne doute pas de l'effort de ta démarche. Je suis seulement impatient de voir jusqu'où tu vas pousser l'exercice. Bon, si tu me permets. Sous la glace enneigée du lac du Diable, j'y ai vu, outre la noyade, le risque presque suicidaire des premiers pionniers qui affrontaient le froid. Ensuite, dans l'aurore boréale de l'estuaire du Saint-Laurent, j'y vois peut-être une allusion à la fragile Nouvelle-France avant ou pendant la conquête et ensuite l'enclavement géographique de nos ancêtres par le colonialisme britannique dans l'estuaire, dans une chambre de l'hôtel Windsor avec une femme que j'ai aimée. Là, c'était plus clair pour moi. Le suicide de notre peuple comme de simples locataires tolérés dans une chambre, le Québec, de l'hôtel Windsor, le dominion britannique qui était le Canada. Windsor est selon moi une allusion directe à la dynastie britannique. La femme aimée, par contre, je ne sais pas si c'est la reine Élisabeth. Espérons que non. Après, ça devient plus difficile et je crois même que ça devient plus personnel. Il part de son accident automobile, de l'utilisation de sédatifs, pour le lit du totem, alors là, mystère. Ensuite, il part de la Suisse et de son désir probablement de se jeter dans les ravins et finalement il revient sur sa cellule et sa révolution avortée. Et permets-moi de prendre le flambeau. Dans mes mots appris à l'école, il s'agit clairement de la langue française, et la gorge émue et tailladée, qui fait jaillir le sang. Je crois que ça évoque les difficultés du français en Amérique du Nord, et l'automutilation, et le manque de protection, et d'intérêt, qu'on accorde à notre langue, qui s'efface tranquillement. Comme la conclusion de cet extrait, la mission du Québec est de se suicider partout et sans relâche. Et on le voit. Ce sont surtout nos propres hommes politiques, qui ont fait toujours le plus grand tort à notre peuple. C'est ce que l'extrait suivant va aussi avancer. On doit revenir dans le temps dans la fatigue culturelle du Canada français. Allons-y. Le Canadien français est, au sens propre et figuré, un agent double. Il s'abolit dans l'excentricité et, fatigué, désire atteindre au nirvana politique par voie de dissolution. Je suis moi-même cet homme typique, errant, exorbité, fatigué de mon identité atavique et condamné à elle. Combien de fois n'ai-je refusé la réalité immédiate qui est ma propre culture? J'ai voulu l'expatriation globale et impunie. J'ai voulu être étranger à moi-même. J'ai déréalisé tout ce qui m'entoure et que je reconnais enfin. Aujourd'hui, j'incline à penser que notre existence culturelle peut être autre chose qu'un défi permanent et que la fatigue peut cesser. Cette fatigue culturelle est un fait, une actualité troublante et douloureuse. Mais c'est peut-être le chemin de l'immanence. Un jour, nous sortirons de cette lutte, vainqueurs ou vaincus. Chose certaine, le combat intérieur, guerre civile individuelle, se poursuit et interdit l'indifférence autant que l'euphorie. La lutte est fatale, mais non sans fin. On débute fort avec le trouble de la personnalité du Canadien français. D'abord, il se conserve et embrasse pleinement son particularisme unique en Amérique, la seule société francophone de ce continent. Puis, comme Aquin le dit, épuisé de résister aux menaces ambiantes, il préfère se laisser mourir dans les sables mouvants l'entourant en espérant atteindre des avantages politiques qu'il n'obtiendra jamais. C'est ce que j'avais vu de mon côté aussi. Aquin écrit ensuite qu'il est lui-même ce Canadien français, errant car n'ayant pas de patrie propre ou du moins de pays reconnu.
Exorbité parce que sorti de son milieu naturel et de ce qu'il fait être particulier comme peuple. Fatigué de son identité, de sa tradition qui doit porter à bout de bras contre toutes les attaques, qui est presque une condamnation tellement le poids en est lourd. Et il explique pourquoi ce poids, et c'est probablement ce que tous les petits citoyens du monde de chez nous doivent ressentir. Le refus du réel et le rejet de notre culture, qui souvent ne plaît pas. Pourtant c'est la nôtre, nous n'en avons pas d'autre. Se projeter ailleurs par refus et en pensant épouser une autre, ou du moins en endossant le mondialisme, une négation de soi complètement dégueulasse qui nous est souvent insérée dans le crâne. Pourtant, Aquin termine par « que je reconnais enfin ». Alors finalement, il prend conscience de lui-même comme Canadien français. L'espoir revient. Il croit que notre culture n'a pas été un fardeau pour quiconque en est l'héritier. Puis cette fatigue culturelle, il la reconnaît. Mais Aquin pense que c'est peut-être le chemin de la transcendance. Guerre civile intérieure, c'est exactement la bonne description. Tout si son sujet est la nier, c'est déjà être vaincu. Et d'ailleurs, le combat sera remporté ou perdu. La lutte est fatale, mais non sans fin. En effet, nous perdurerons comme peuple et nous aurons notre pays, ou nous disparaîtrons pour toujours dans l'abolition mondiale de l'esprit marchand. Hubert Aquin gagne à être reconnu, et il devrait l'être dans nos milieux haineurs. Je n'ai aucun doute qu'Aquin aurait été haineur s'il avait eu contact avec ces milieux. Sa logique parfois marxisante est toujours rédigée vers le nationalisme, et jamais il n'épouse Moscou. Plus on le découvre comme individu et non seulement comme écrivain, et plus on en est convaincu, je te l'accorde camarade. C'est ce qui sonne la fin de notre 4e épisode des Chroniques de Cali. Et nous vous laissons sur un extrait d'un autre roman d'Hubert Aquin, Trou de mémoire. Oui, sans s'étaler sur l'extrait, l'impact de la conquête comme début de notre calvaire colonialiste y est exprimé et notre fameuse dualité culturelle entre la vie et la mort, la survie ou la disparition. Sur cela, on se retrouve pour la 2e saison, cher numéro 2. Exactement. Rendez-vous à la victoire. La conquête, ça me connaît, car j'ai eu le temps, depuis le temps, d'explorer cet état constitutionnellement oscillatoire et cet aller et retour écœurant entre l'exaltation et la narcose, entre une tentative de révolution et une tentative de suicide. Georges Bernanos. La France contre les robots. La langue française est une œuvre d'art, et la civilisation des machines n'a besoin pour ses hommes d'affaires comme pour ses diplomates que d'un outil. Rien davantage. Pierre Drieux-La Rochelle. 2 mondes. Où sont nos répondants dans le monde? 3 ou 4 millions de Canadiens qui sont séparés de nous par le fait même qu'ils ont gardé une tradition de générosité et de vertu que nous avons perdue, et qui, abandonnés de nous, luttent péniblement depuis 2 siècles pour garder quelques ressemblances avec nous. Vous avez dit pour commencer que vous aviez regardé une carte d'Afrique du Sud. Enfin, moi je ne regarde pas des cartes d'Afrique du Sud, je vise en Afrique du Sud. Et vous avez dit que la situation était compliquée. Elle est effectivement compliquée, surtout quand on la voit depuis le bunker du Parti communiste, dans lequel vous êtes en train de mourir intellectuellement. Vous êtes en train d'y mourir intellectuellement car vous n'avez aucune connaissance de la réalité. Comment pourriez-vous l'avoir d'ailleurs, puisque vous n'êtes jamais allé en Afrique du Sud? Colonialisme. Il existe depuis l'aube des temps. Les peuples prospères établissent des colonies dans des régions florissantes, chez des peuples qui n'ont pas le même degré de développement technologique. En dehors du jugement moral et culturel qu'on peut y porter, le colonialisme classique est pour le moins populaire. Il apporte des avantages à l'ensemble du peuple qui le pratique et offre quelques avantages au peuple colonisé. Le colonialisme actuel ou néocolonialisme, ou comme le définissent les léninistes, l'impérialisme du capitalisme à son plein développement, n'est avantageux pour personne, sauf pour une très petite oligarchie transnationale. Avant même de détruire les cultures, il détruit les agricultures locales, asservit, cause des épidémies, engendre la corruption. Par une extraordinaire inversion qui n'est pas sans offrir des significations métaphysiques, ce néocolonialisme a réussi à servir les masses jusque dans les métropoles. Là où l'immigration, qui est un phénomène structurel du colonialisme contemporain,
à contribuer à prolétariser et, dans certains cas, à sous-prolétariser la population des pays dominants, au point d'en internationaliser les classes productives. C'est pourquoi les classes les plus dynamiques se délitent et perdent conscience d'elles-mêmes, ne croient plus en leur possible redressement et en leur destin. Internationaliser les masses, c'est vraiment le mot d'ordre de toutes les oligarchies et de tous les exploiteurs. Le changement révolutionnaire consiste à les nationaliser. Légionnaires, garde à vous! Depuis la Révolution tranquille, on nous casse les oreilles sur notre pacifisme bon enfant, pacifisme naturel des peuples plaisibles. Les uns s'en convainquent par lâcheté et esprit de soumission, les autres par idéologie ou rabaissement, tous motivés par un ethnomasochisme dégoulinant. D'un autre côté, le préjugé du Canadien français pacifiste et docile sert grandement à maîtriser les velléités séparatistes de notre peuple au service de l'État fédéral aux aspirations mondialistes. La réalité est tout autre. Refusant de combattre sous le drapeau du conquérant, sous les ordres d'officiers blonds crayonnants de mépris envers les nôtres, plusieurs de nos aïeux partirent guerroyer pour le drapeau français. Nous avons déjà témoigné de l'aventure des zouaves pontificaux du Canada français en Italie. Moins connu encore, certains cœurs rebelles bien de chez nous s'engagèrent ni plus ni moins au sein de la Légion étrangère. Voici l'histoire de l'un d'entre eux, voyou au cœur rebelle, le jeune Arthur Fontaine, natif de la ville de Québec. Rêvant d'aventure et le tempérament fort, voire instable, le jeune Arthur Fontaine était plutôt un turbulent, voire même un jeune délinquant. À seulement 19 ans, le jeune citoyen de Québec s'embarque sur un navire direction la France, dans le seul et unique but de devenir légionnaire. Selon ses propres mots, c'est tête baissée qu'il prit sa décision, sans jamais en démordre. Ses motivations étaient claires, se battre pour une cause juste à ses yeux. La noblesse du métier d'armes impossible sous le drapeau du Union Jack de l'occupant et servir la France, la plus grande des nations. C'est en 1923 qu'Arthur Fontaine arrive à Cherbourg en France pour débuter son enrôlement de légionnaire, parmi les gredins, les ex-tolards, les évadés de prison, les assassins en fuite, les grands ou petits criminels, bref, parmi ceux qui n'ont d'autre choix que les képis blancs pour fuir leur crime ou la malchance. Qu'importe, Fontaine, main sur l'Évangile, signa son contrat d'engagement et de fidélité envers le drapeau tricolore, puis direction Paris. De Paris, notre légionnaire de Laurencie prit le train pour Lyon, puis direction Marseille pour se rendre au fort Saint-Jean. Saint-Jean-Baptiste, patron des Canadiens français, coïncidence. Au fort Saint-Jean, Fontaine fera la connaissance des punaises de lit, de la nourriture infecte du légionnaire, mais aussi de la camaraderie de peuples totalement étrangers aux rives du doux Saint-Laurent. Sénégalais, Belges, Russes, Allemands, réprouvés, chantant en chœur le majestueux Edelweiss qui fit fondre de mélancolie le cœur de notre jeunesse québécoise. Avec sa section, dont Arthur était le seul à parler français couramment, ils partirent pour Oran, direction le fort Sainte-Thérèse en Algérie, à fond de cale d'un ancien navire de la Première Guerre. Ses premières escarmouches de notre légionnaire furent de jouer du coup de poing contre ses camarades, désobéir, sortir sans permission et finalement finir au cachot. Mais que cela ne tienne, Arthur Fontaine fut sauvé de sa Gaule pour se mettre avec son régiment en direction de Sadi Bel Abbès. C'est là que notre jeune citoyen va connaître les duretés de la vie légionnaire et les fourberies qu'occasionne le côtoiement des repris de justice. Que cela ne tienne, le bal est interrompu, direction Saïda, plus au sud, pour y subir 4 mois l'entraînement militaire. Tout au long de son service, Arthur Fontaine sera un insoumis et un rebelle qui cumulera les sanctions et les rancunes contre des officiers tyranniques. Il sera soumis au supplice du bal, marche forcée dans une cour intérieure, chargé de sacs de pierre pendant près de 10 heures par jour avec des pauses de 10 minutes. Notre Canadien français insoumis lança, au 3e jour de supplice, son sac de pierre sur les pieds de l'officier tortionnaire. Quand celui-ci tenta de le cravacher, notre fier Québécois lui agrippa le bras et le menaça du poing. Ceci calma le geôlier, craintif, mais ajouta 8 jours de prison à notre rebelle, par contre, sans le supplice du sac de pierre, bonifié de 4 jours sans manger. Les envies de désertion furent grands à souffrir des vexations et maltraitances du légionnaire, le plus bas animal de l'armée française, du moins à l'époque. Arthur Fontaine déserta, se confrontant aux Arabes, cherchant la prime de retour d'un déserteur, se faisant flouer par un et en assommant sommairement un autre. La désertion se termina lorsque Fontaine s'enivra du divin pinard dans un restaurant où il fut cueilli docilement par la Légion, direction les locaux disciplinaires, 45 jours de prison. C'est ainsi que Arthur Fontaine, né en la ville de Québec, consentit à respecter son contrat de légionnaire,
malgré les tortures et les châtiments. Les exactions subies auront finalement découragé les désertions du Québécois après l'y avoir poussé. Peu de temps après, Fontaine se portera volontaire au Maroc, où il partit à la veille de Noël 1924. Suivant une véritable marche de la mort, notre jeune légionnaire laurentien arriva à l'avant-poste marocain de Tamakane. Premier baptême du feu, l'adjudant du camp retranché était parti en éclaireur avec 2 hommes. Pendant ce temps, notre ancêtre Fontaine étant de garde comme sentinelle vers les territoires ennemis. Les 3 téméraires éclaireurs furent pris à partie par le feu ennemi. Arthur Fontaine et une poignée d'autres légionnaires partirent à la rescousse de ceux-ci devenus otages. Le soir tombé, l'escarmouche dura 2 heures. 2 heures de massacre à la faveur de la Légion. Fontaine se rappelle son euphorie et ses rires guerriers lors de ce premier baptême du feu. Au milieu de la nuit, se sentant à bout de force, les légionnaires sentaient que la fin était proche. Mais voilà, la cavalerie venait en renfort pour maîtriser cette guérilla et sauver les prisonniers de guerre. Malheureusement, les 2 légionnaires et l'adjudant furent décapités à la mode du pays. Au printemps, Arthur Fontaine et sa compagnie seront réaffectés à un avant-poste plus près des lignes ennemies, le fort de Féron, au centre du Maroc. Sa compagnie fut relevée par des tirailleurs sénégalais qui furent tous tristement décapités suite à une attaque surprise des Mahométans locaux. Au fort Féron, Fontaine sera affecté aux communications téléphoniques, ce qui lui laissa un répit de corvée avant l'assaut imminent du mont Djebel Ayad, départ le jour venu à minuit vers la montagne. Au lever du soleil, le combat commence. Après les salves d'artillerie et le balayage à la mitrailleuse, les légionnaires seront lancés à l'ennemi dans un affrontement presque corps à corps. Arthur Fontaine et ses camarades seront victorieux et il sera promu chef de téléphonie. Le repos fut encore de courte durée comme le veut la tradition légionnaire. Fontaine se rend avec sa compagnie à Taza, rejoindre le régiment de marche de la Légion pour participer à la grande campagne du Rif en 1925. Il y rencontre la veille de l'attaque d'Istred de l'autre Canadien français, capitaine d'un bataillon de zouaves et originaire, comme Fontaine de la ville de Québec. Comme la tradition le veut, les 2 hommes videront une bouteille de rhum, ce qui émécha quelque peu notre légionnaire avant l'attaque. Après un bombardement d'artillerie et aérien bien en règle pour nettoyer la colline, Arthur Fontaine charge à la baïonnette avec ses camarades légionnaires contre les troupes d'élite et l'insurgés. Empalé à la baïonnette, poignardé au couteau, grenade et coups de crosse apportent la victoire à l'invincible Légion. Comme récompense, viande en canne, pain ranci, café froid pour attendre la contre-attaque. À la faveur de la brume, les troupes de choc de Abdelkrim tentent leur chance, canardant les légionnaires depuis des hauteurs. L'assaut ennemi fut lancé et le carnage durera 5 jours sans répit avant que l'artillerie française mette en déroute les forces arabes et qu'Abdelkrim signe sa reddition. La victoire fut bien célébrée et arrosée selon les termes de Fontaine. Ce fut une superbe soulographie. Arthur Fontaine, jeune homme natif de la ville de Québec, enrôlé dans la Légion étrangère de son propre gré, et cela sans la contrainte d'un crime secret ou d'un exil funeste, assista au défilé de capitulation d'Abdelkrim en 1926 dans les rues de son bastion de Souk el-Kini, au Maroc. Abdelkrim déambula sous les yeux des légionnaires, suivi par son état-major, son harem, sa fortune, son bétail et finalement ses esclaves. La libération des prisonniers donna aux yeux de notre jeune Québécois un spectacle pitoyable du traitement qui était réservé aux détenus d'un chef de guerre mahométan. Après un retour à l'arrière, ponctué d'une soulographie et de quelques filles de joie à bas coût, l'alerte générale réexpédia les légionnaires vers le front, plus précisément devant un village de coupeurs de tête ayant précédemment infligé une défaite à 2 compagnies de l'armée française. Cette fois, la réputation de la Légion la dépassa et les chefs du village se rendirent. Ils furent tous fusillés pour les barbaries commises sur les dépôts des infidèles à leur dieu et le village fut rasé. À partir de ce moment, Fontaine ne connut que de légères escarmouches et fut affecté à la construction d'une route stratégique en Algérie jusqu'à la fin de son service légionnaire de 5 ans. Ponctué par quelques bravades et quelques écarts de conduite qu'il paya toujours chèrement, Arthur Fontaine refusa le réengagement qui l'aurait conduit possiblement au Tonkin, pour être libéré le 20 mai 1928, libération qui sera effective que le 23 juin suivant, par lenteur bureaucratique. De Marseille à Bordeaux, en train, puis de Bordeaux à Halifax en navire, finalement de Halifax à Québec en train, en 24 heures, Arthur Fontaine, vieil de 5 ans, revenait dans sa ville de Québec natale comme il l'avait laissé à son départ. Tout porte à croire qu'il ne connut pas une vie tranquille jusqu'à sa mort. Du moins, des recherches ont déterminé quelle fut sa fin. Incarcéré à la prison de Québec avec un autre légionnaire canadien-français, les 2 vétérans de la guerre du Rif s'évadent le 24 janvier 1937. Le lendemain, Arthur Fontaine sera découvert et une escarmouche au pistolet entraînera sa mort et celle d'un policier.
Arthur Fontaine se sera rappelé longtemps avant sa mort ce que les officiers de la Légion leur lançaient à la gueule avant de marcher vers le danger. Vous autres légionnaires, vous êtes soldats pour mourir et je vous envoie où l'on meurt. La Légion marche vers le fond, en chantant nous suivons. Héritiers de ces traditions, nous sommes avec elle. Nous sommes les hommes des troupes d'assaut, soldats de la vieille Légion. Demain brandissant nos drapeaux, en vainqueur nous défilerons. Nous n'avons pas seulement des armes, mais le diable marche avec nous. Car nos aînés de la Légion se battant là-bas, nous envoient dans le bain.